Mon père a appris à mon frère à conduire, à pêcher et à jouer de la guitare. Moi, j'ai tout appris sur YouTube. Je ne m'en suis jamais plaint une seule fois. Puis, à 26 ans, papa a appelé pour la première fois depuis des mois. Il avait besoin d'une caution. Devinez à quel fils il l'a demandé. Je m'appelle Lucas. J'ai 26 ans et je veux vous raconter l'histoire du jour où mon père m'a enfin appelé. Pas parce que je lui manquais. Pas parce qu'il voulait prendre de mes nouvelles ou entendre parler de ma vie. Il avait besoin de quelque chose. Et le fait que je n'ai même pas été surpris vous dit tout ce que vous devez savoir sur la façon dont j'ai grandi. Laissez-moi revenir en arrière. Je suis le cadet de 2 fils. Mon frère aîné, Clément, a 29 ans. En grandissant, Clément était le fils autour duquel mon père gravitait. Je n'exagère pas. Mon père, qui s'appelle Philippe, traitait la paternité comme si c'était un forfait pour un seul enfant, et Clément a décroché le ticket d'or. Dès l'âge où j'ai pu m'en rendre compte, probablement vers 5 ou 6 ans, il était évident que Philippe avait un favori. Et ce n'était pas moi. On en était même loin. Clément avait droit aux sorties de pêche. Un samedi sur 2, ils chargeaient tous les deux le break avant l'aube, conduisaient jusqu'au lac du Bourget et passaient toute la journée sur l'eau. Je les entendais rentrer à la maison, brûlés par le soleil et riant. Clément racontant une histoire sur un bar qu'il avait failli attraper. J'ai demandé à y aller une fois. J'avais peut-être 7 ans. Philippe m'a regardé comme si j'avais demandé à emprunter la voiture. Il a répondu que le bateau n'avait que 2 places, ce qui était vrai, mais il n'a jamais suggéré une seule fois que nous trouvions une solution. Sachez juste que Clément a eu les leçons de conduite. Philippe a passé 3 week-ends à lui apprendre à conduire sur le parking de l'église au bout de la rue. Je le sais parce que je regardais depuis le perron. Quand j'ai eu 15 ans et demi, j'ai demandé à Philippe s'il voulait m'apprendre. Il a dit qu'il était occupé pour les 6 prochains mois. J'ai fini par apprendre avec une fille de ma classe nommée Élise qui avait son permis et une vieille Peugeot cabossée avec un embrayage capricieux. Elle m'a appris à conduire une voiture manuelle sur le parking d'un hypermarché à 21h tout en mangeant des nuggets de poulet froid. Honnêtement, c'était l'un de mes meilleurs souvenirs d'adolescence, ce qui vous donne une idée du reste. Clément a eu la guitare. Philippe jouait dans un groupe dans la vingtaine. Rien de sérieux, des concerts dans des bars et des fêtes d'arrière-cour, mais il était doué. Il a acheté une guitare acoustique à Clément quand il a eu 12 ans et a passé des mois à lui apprendre des accords dans le salon. Je pouvais les entendre depuis ma chambre. Je voulais tellement apprendre que j'en avais mal à la poitrine, mais je n'ai jamais demandé. À ce stade, j'avais compris le schéma, alors j'ai appris tout seul. YouTube est devenu mon père. Je ne suis pas dramatique, je suis littéral. J'ai appris la guitare avec un gars nommé Théo qui publiait des leçons de 15 minutes depuis son garage en Bretagne. J'ai appris à changer un pneu grâce à une vidéo avec 400 000 vues et un type qui ne montrait jamais son visage. J'ai appris à nouer une cravate pour ma soirée de fin de lycée grâce à un clip de 60 secondes que j'ai repassé 11 fois dans la salle de bain pendant que ma mère attendait dans la voiture. Chaque compétence qu'un père est censé transmettre, je l'ai acquise devant un écran. Et je ne m'en suis jamais plaint une seule fois. Ni à Philippe, ni à ma mère, ni à personne. Ma mère, Isabelle, le savait. Elle n'était pas aveugle. Mais Isabelle était le genre de femme qui croyait que si elle ne reconnaissait pas un problème, il finirait par se résoudre de lui-même. Elle regardait Philippe m'ignorer à table. Et puis plus tard, elle venait dans ma chambre et disait quelque chose comme « Ton père t'aime ». Il le montre juste différemment. J'avais l'habitude de hocher la tête et de dire « D'accord ». Quand j'ai eu 14 ans, j'ai complètement arrêté de répondre. Elle a fini par comprendre le message et a cessé de le dire. Voici ce qu'il en est quand on est l'enfant invisible. On devient vraiment doué pour observer. On remarque tout parce que personne ne nous remarque. J'ai remarqué que Philippe parlait à Clément de ses projets, de ses amis, de son avenir, comme s'il était sincèrement intéressé. Quand Philippe me parlait, s'il me parlait, c'était des instructions. Sors les poubelles. Tond la pelouse. Dis à ta mère que je serai en retard. J'étais moins un fils qu'un système d'interphone domestique. Clément, à son crédit, n'était pas un mauvais frère. Il n'était pas cruel. Il ne s'est simplement jamais demandé pourquoi les choses étaient ainsi. Il recevait l'attention. Donc, de son point de vue, la paternité semblait normale. Si vous êtes celui qui est nourri,
vous ne pensez pas à demander si quelqu'un d'autre à table a faim. Je ne reproche pas à Clément d'avoir été un enfant. Mais je pense qu'en grandissant, il aurait pu s'en rendre compte. Il aurait pu dire quelque chose. Il ne l'a pas fait. J'ai obtenu mon baccalauréat avec une moyenne de 16 sur 20. Philippe n'est pas venu à la cérémonie. Il a prétexté un empêchement professionnel. À la remise des diplômes de Clément 2 ans plus tôt, Philippe était au premier rang avec une pancarte, une vraie pancarte, du genre de celle qu'on apporte à l'aéroport. Je l'ai découvert plus tard grâce à une photo que Isabelle avait sur le réfrigérateur. Elle l'a retirée après m'avoir vu la regarder, mais l'aimant est resté, et chaque fois que j'ouvrais le réfrigérateur, je voyais cet espace vide et je m'en souvenais. J'ai déménagé à 18 ans, j'ai trouvé un emploi dans un entrepôt, puis un meilleur poste dans une entreprise de logistique d'expédition, puis j'ai commencé à suivre des cours en ligne le soir. Gestion d'entreprise, rien d'extraordinaire, mais j'ai persévéré. À 23 ans, j'étais superviseur des opérations. À 25 ans, j'avais été chassé par une plus grande entreprise et je gagnais plus que Philippe lors de sa meilleure année, bien que je ne le susse pas à l'époque. Pendant tout ce temps, Philippe appelait peut-être 4 fois par an. Mon anniversaire, Noël, et 2 occasions aléatoires qui, je pense, étaient des appels accidentels depuis sa poche qu'il a décidé d'assumer. Les conversations se résumaient toujours à 60 secondes de corvée. Bien. Comment va Clément? Bien. Très bien, alors. À bientôt. Comme si nous étions des connaissances d'affaires qui avaient échangé des cartes lors d'une conférence. J'ai construit une vie. J'avais un petit appartement que je gardais propre, un chien nommé Oscar, qui représentait 27 kilos de loyauté et de mauvaise haleine, et une petite amie nommée Sophie, avec qui j'étais depuis environ 1 an. Sophie a été la première personne à me donner l'impression d'être le premier choix de quelqu'un. Elle m'envoyait des messages en pleine journée juste pour me dire qu'elle pensait à moi. La première fois qu'elle a fait ça, j'ai fixé mon téléphone pendant 1 minute entière parce que je ne savais pas comment répondre à quelqu'un qui voulait me parler sans raison. La vie était belle. Calme, mais agréable. Je n'étais pas riche, mais j'étais stable. Je n'étais pas célèbre, mais j'étais respecté au travail. Je n'étais pas proche de ma famille, mais j'avais fait la paix avec ça. Ou du moins je le croyais. Puis Philippe a appelé. C'était un mardi d'octobre. Je m'en souviens parce qu'Oscar venait de détruire un coussin, et j'étais à 4 pattes en train de ramasser la garniture sur le tapis quand mon téléphone a vibré. J'ai vu le nom, et ma première pensée, honnêtement, a été que quelqu'un était mort. C'est la seule raison que je pouvais imaginer pour que Philippe m'appelle un mardi au hasard. J'ai décroché, j'ai dit bonjour et j'ai attendu la mauvaise nouvelle. Mais personne n'était mort. Philippe allait bien. Isabelle allait bien. Clément allait bien. Tout le monde allait bien. Philippe avait besoin d'une caution. Il l'a dit avec désinvolture comme s'il me demandait de lui passer le sel. Lui et Isabelle renégociaient leur prêt immobilier. Leur dossier de crédit en avait pris un coup à cause de quelques factures médicales de l'année précédente et la banque voulait une caution pour approuver les nouvelles conditions. Il avait déjà demandé à Clément, m'a-t-il dit. Mais le dossier de crédit de Clément n'était pas génial non plus. Quelque chose à propos d'un prêt automobile qui avait mal tourné. Alors voici Philippe appelant le fils qu'il n'avait pas élevé, à qui il n'avait rien appris, pour lequel il n'avait assisté à aucune étape importante, pour me demander de mettre mon nom sur sa vie financière. Je n'ai rien dit pendant environ 10 secondes. Philippe a pris cela pour de la confusion et a commencé à expliquer lentement ce qu'était une caution comme si j'avais 12 ans. Et quelque chose là-dedans, la présomption que je ne connaîtrais même pas le mot. C'est ce qui a fait trembler mes mains, pas l'audace de la demande, mais la présomption que j'étais toujours le gamin qui ne savait rien. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Il a répondu, d'accord. Mais sa voix avait cette pointe, ce ton qu'il utilisait quand je mettais trop de temps à faire quelque chose qu'il m'avait demandé. Comme si mon hésitation était un inconvénient. Comme si je lui devais un oui immédiat. J'ai raccroché, je me suis assis par terre à côté d'Oscar et du coussin détruit, et j'ai fixé le plafond pendant un long moment. Et j'ai pensé à chaque vidéo YouTube, à chaque leçon que je m'étais enseignée, à chaque siège vide, à chaque événement, à chaque fois que j'étais le deuxième fils qui arrivait bon dernier. Et j'ai pensé, c'est une blague. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai continué à repasser l'appel téléphonique dans ma tête, le retournant comme un caillou que j'avais trouvé dans la cour, le regardant sous tous les angles.
Ce n'était pas seulement l'histoire de la caution. C'était la façon dont Philippe l'avait dit. La désinvolture, l'attente, comme si m'appeler équivalait à fouiller dans le tiroir à bric-à-brac parce qu'on ne trouvait pas ce dont on avait besoin dans les tiroirs habituels. Sophie l'a remarqué. Elle est venue dans le salon vers minuit et m'a trouvé assis sur le canapé dans le noir avec la tête d'Oscar sur mes genoux. Elle n'a pas tout de suite demandé ce qui n'allait pas. Elle s'est juste assise à côté de moi, a tiré une couverture sur nous deux et a attendu. C'est ce qui est génial avec Sophie. Elle ne m'a jamais brusqué. Elle m'a laissé venir à elle. Alors, je lui ai parlé. Je lui ai parlé de l'appel, de la caution, de tout ça. Et puis, parce que le barrage se fissurait déjà, je lui ai raconté des choses que je n'avais jamais dites à personne. À propos des sorties de pêche que je n'ai jamais eues. Du fait de regarder Philippe apprendre à Clément à conduire depuis le perron. De la pancarte de remise des diplômes. Du fait d'apprendre à me raser avec une vidéo parce que j'étais trop gêné pour demander. Sophie a écouté chaque mot. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant 1 minute, puis elle a dit, « Lucas, tu sais que tu ne lui dois rien, n'est-ce pas ?» Et j'ai répondu, « Je le savais. » Mais la vérité était plus compliquée. Et elle le savait aussi. Parce que savoir quelque chose dans sa tête et le ressentir dans ses tripes sont 2 sports complètement différents. Le lendemain matin, Isabelle a appelé. C'était inhabituel. Isabelle et moi parlions peut-être 1 fois par mois, généralement le dimanche, le plus souvent pendant environ 4 minutes. Mais là, c'était un mercredi matin et je pouvais deviner à sa voix que Philippe l'avait briefé sur la situation et qu'elle avait été déployée. Elle a commencé doucement. « Et chérie, comment vas-tu ? Tu me manques. On devrait se voir bientôt. » Puis elle y est venue doucement. « Ton père a mentionné qu'il t'avait parlé de la maison. » J'ai répondu, « Oui, c'est fait. » Elle a dit que cela signifierait vraiment beaucoup pour eux. Elle a affirmé que les factures médicales avaient été dures et que Philippe était trop fier pour expliquer les détails. Ensuite, elle a ajouté, « Tu as toujours été si responsable, Lucas. Nous sommes tellement fiers de ce que tu es devenu. » J'ai presque ri. Presque, parce que c'était la première fois que l'un ou l'autre utilisait le mot fier dans une phrase me concernant et il est arrivé emballé dans un cadeau autour d'une faveur. 12 ans de silence et le premier compliment que je reçois arrive avec une facture jointe. J'ai dit à Isabelle que j'y réfléchissais encore. Elle a répondu, « Bien sûr, prends ton temps. Pas de pression. » Mais ensuite, elle a ajouté, « Ce ne serait que ton nom, chérie. Ce n'est pas comme si tu devais réellement payer quoi que ce soit. » Et j'avais envie de dire, « Isabelle, c'est littéralement ce que signifie se porter caution. Si Philippe fait défaut, c'est mon crédit, mon problème, mon nom qui est en jeu. » Mais je ne l'ai pas dit. J'ai juste dit que je les tiendrais au courant d'ici le week-end. J'ai appelé mon pote Vincent ce soir-là. Vincent et moi étions amis depuis l'époque de l'entrepôt. Le genre de gars qui vous donnerait sa propre chemise et se moquerait ensuite de vous parce que vous aviez besoin d'une chemise. Je lui ai parlé de la situation de la caution et il est resté silencieux, ce qui pour Vincent ressemblait au déclenchement d'une alarme incendie. Que je comprenne bien, a dit Vincent. Ton père, qui ne t'a pas appris à conduire, n'est pas venu à ta remise de diplôme, te demande maintenant de te porter caution pour son prêt immobilier, et il a déjà demandé à Clément en premier, donc tu n'es même pas le premier choix pour cette faveur. Je n'y avais pas pensé de cette façon, et entendre Vincent le dire à voix haute a été comme recevoir un sac de sable en pleine poitrine. Il avait raison. Philippe ne m'avait pas appelé parce qu'il me faisait confiance ou qu'il m'appréciait. Il m'avait appelé parce que Clément ne pouvait pas le faire. J'étais le plan de secours, la roue de secours, le contact d'urgence qu'on inscrit parce que le formulaire exige 2 noms. Vincent a ajouté, « Mon frère, si tu te portes caution pour ce prêt, je vais venir à ton appartement et débrancher personnellement ton réfrigérateur. » Ce qui était sa façon de dire, « Ne le fais pas. » J'ai passé les 2 jours suivants à hésiter. Une part de moi, le gamin qui regardait depuis le perron, voulait dire oui. Voulait croire que c'était peut-être le début de quelque chose. Peut-être que si j'aidais Philippe, il me verrait différemment. Peut-être aurions-nous cette partie de pêche avec 30 ans de retard. Je sais à quel point cela semble pathétique, mais c'est le problème quand on veut que son père l'aime. Peu importe l'âge qu'on a. L'enfant à l'intérieur continue d'espérer. Vendredi soir, j'ai appelé Philippe pour lui donner ma réponse. J'allais dire oui. Je l'avais répété. J'allais dire oui,
mais je voulais d'abord avoir une vraie conversation. Je voulais lui dire ce que je ressentais juste une fois, puis aller de l'avant. Peut-être que cela dissiperait les malentendus. Peut-être que ce serait un tournant. Philippe a décroché à la 3e sonnerie. J'entendais la télévision en fond. J'ai dit que je voulais parler de l'histoire de la caution et avant que je ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, il a dit « Super. La banque a juste besoin de ton numéro de sécurité sociale et d'une preuve de revenu. Je peux leur donner ton numéro et ils t'appelleront lundi. » J'ai fait une pause. J'ai dit « Papa, pouvons-nous parler une minute d'abord ?» Il a demandé « De quoi ?» Et je le lui ai dit. Je suis resté calme. J'ai expliqué qu'en grandissant, j'avais l'impression qu'il avait tout investi sur Clément et m'avait laissé me débrouiller seul. J'ai dit que j'avais appris à conduire avec un camarade de classe, la guitare sur YouTube, à me raser grâce à un inconnu sur Internet. J'ai affirmé que je ne m'étais jamais plaint parce que je ne pensais pas que cela changerait quoi que ce soit, mais que si nous devions avoir une vraie relation, j'avais besoin qu'il m'écoute au moins une fois. Le silence à l'autre bout a duré peut-être 5 secondes, mais cela m'a paru un mois. Puis Philippe a dit, « Lucas, je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Nous avons fait de notre mieux. Tu t'en es bien sorti. Je ne vois pas le problème. Tu t'en es bien sorti. » Ces mots ont frappé comme une masse. Pas de « je suis désolé ». Pas de « je ne m'en étais pas rendu compte », juste « tu t'en es bien sorti ». Comme si le résultat justifiait la négligence. J'ai pris une inspiration. J'ai dit, « Papa, je m'en suis bien sorti parce que je me suis élevé tout seul. » Un autre silence. Puis Philippe a lancé, « Écoute, tu vas te porter caution ou pas? Parce que la banque a besoin d'une réponse d'ici lundi et je n'ai pas de temps pour ça. Je n'ai pas de temps pour ça. Son fils s'ouvre à lui pour la première fois en 26 ans et il n'a pas de temps pour ça. J'ai répondu, non. Philippe a demandé, non quoi? Non, je ne vais pas me porter caution. La télévision est devenue silencieuse. Il avait dû la mettre en sourdine. Tu es sérieux là? Oui, papa. Je suis sérieux. Après tout ce que nous avons fait pour toi, après t'avoir offert un toit pendant 18 ans, c'est comme ça que tu nous rembourses. J'ai eu envie de demander ce qu'était exactement ce tout. J'ai eu envie de dire qu'un toit et de la nourriture constituent le minimum légal et ne méritent pas de médaille. Mais je tremblais à nouveau et je savais que si je continuais à parler, soit je dirais quelque chose que je regretterais, soit je me mettrais à pleurer. Et je n'allais faire ni l'un ni l'autre. J'ai dit, je suis désolé, mais je ne peux pas le faire. Bonne nuit, papa. Et j'ai raccroché. 45 secondes plus tard, Isabelle a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé. Je n'ai pas répondu. Puis mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des semaines. Clément. Il disait, « Mec, porte-toi juste caution pour le prêt. N'en fais pas toute une histoire. N'en fais pas toute une histoire. » Comme si c'était moi qui en avais fait toute une histoire. Comme si j'avais créé le problème en reconnaissant son existence. J'ai éteint mon téléphone, je me suis assis sur le sol de la salle de bain et je suis resté là un moment. Oscar est entré et s'est allongé à côté de moi avec son menton sur ma chaussure. J'ai posé ma main sur sa tête, et j'ai dit à voix haute à un chien, « Je crois que je viens de perdre ma famille. » Et le plus fou, c'est que je n'avais pas l'impression de perdre quelque chose. C'était plutôt comme admettre enfin que je ne l'avais jamais eu au départ. Sophie m'a trouvé là 20 minutes plus tard. Elle n'a rien dit de sage ou de profond. Elle s'est assise sur le carrelage froid, a passé son bras autour de moi et a dit, « Je suis là. » Et pour la première fois de ma vie, c'était suffisant. La semaine suivante a été calme. Aucun appel de Philippe, aucun appel d'Isabelle, aucun texto de Clément. Silence radio total. Et ce silence m'en a dit plus que n'importe quel appel téléphonique n'aurait pu le faire. Pour ma famille, je n'étais pas une personne qui venait d'être vulnérable pour la première fois. J'étais une ressource qui avait dit non. Et les ressources qui disent non sont déconnectées. Le silence a duré 3 mois. Pas d'invitation pour les fêtes de fin d'année, pas de texto pour souhaiter un joyeux Noël, rien. Isabelle, qui au moins avait l'habitude d'appeler une fois par mois, a complètement disparu. Clément n'a pas pris contact une seule fois. Et Philippe, eh bien, Philippe n'avait jamais été un grand adepte des appels à l'origine,
donc son absence n'était qu'une version plus bruyante du néant habituel. Je mentirais si je disais que cela ne m'a pas anéanti. Ça l'a fait. J'ai passé environ 6 semaines à avoir l'impression de me promener avec un trou dans la poitrine. J'allais bien au travail, concentré, productif, professionnel, et puis je montais dans ma voiture et je restais assis là pendant 10 minutes à fixer le volant. Sophie me surprenait en train de rêvasser au dîner, et elle me ramenait doucement à la réalité avec une question sur quelque chose de banal, comme savoir si Oscar avait besoin d'une plus grande quantité de nourriture pour chien onéreuse ou si la nourriture bon marché suffisait. Elle savait que je n'allais pas bien. Elle savait aussi que je devais assimiler cela à mon propre rythme. La pire nuit a été la veille de Noël. Sophie et moi étions sur le canapé à regarder un vieux film et je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil à mon téléphone sur la table basse. Je n'en étais même pas conscient jusqu'à ce que Sophie dise « Ils n'ont pas appelé Lucas ». Pas méchamment, juste honnêtement. Le fait qu'elle le dise à voix haute m'a brisé et je me suis excusé pour aller aux toilettes où je me suis assis sur le bord de la baignoire. Je ne pleurais pas. J'étais juste vide. Il y a une différence. Pleurer signifie que quelque chose se passe à l'intérieur de vous. Être vide signifie que tout s'est déjà produit et qu'il ne reste plus que les conséquences. J'ai pris une décision cette nuit-là. J'avais fini d'attendre que Philippe devienne le père dont j'avais besoin. J'avais fini d'espérer que Isabelle prenne ma défense. J'avais fini d'attendre que Clément s'en rende compte. Il m'avait montré qui ils étaient avec Constance pendant 26 ans, et j'avais finalement épuisé toutes les raisons de prétendre le contraire. Je me suis donc plongé dans la seule chose qui ne m'avait jamais déçu, le travail. Mon entreprise, une société de logistique appelée Logitrans, connaissait une croissance rapide. Nous avions décroché 2 importants contrats de distribution à l'automne, et les effectifs du côté des opérations étaient mis à rude épreuve. Ma patronne, une femme nommée Hélène, qui était à peu près aussi chaleureuse qu'un mur de briques, mais 2 fois plus fiable, m'a convoqué dans son bureau en janvier et m'a dit qu'il créait un nouveau poste de directeur régional. Elle a affirmé que j'étais le candidat interne le plus solide et que si je le voulais, je devais préparer une proposition sur la façon dont je restructurerais la division Sud-Est. J'ai passé les 3 semaines suivantes à vivre à mon bureau. J'ai analysé les itinéraires, les coûts, les modèles de dotation en personnel, les contrats des fournisseurs. J'ai créé des feuilles de calcul qui auraient fait pleurer de joie un comptable. J'ai élaboré une proposition de 40 pages avec des prévisions, des échéanciers et un plan de déploiement progressif. Sophie m'a dit que je devais manger quelque chose qui ne soit pas une barre protéinée. Oscar a commencé à apporter sa laisse à mon bureau, ce qui était sa version d'un contrôle de bien-être. J'ai soumis la proposition début février. Hélène l'a lue, m'a appelé dans son bureau et a déclaré « C'est la meilleure proposition interne que j'ai vue en 15 ans ». Puis elle a dit quelque chose qui m'a frappé plus durement qu'elle ne le pensait. « Lucas, vous avez clairement appris par vous-même à penser de manière stratégique. Où avez-vous appris cela ?» Et j'ai failli répondre YouTube, car d'une certaine manière, c'était vrai. Chaque compétence que je possédais, je l'avais bricolée à partir de cours gratuits, de tutoriels en ligne, de livres de bibliothèque, et par essai et erreur. Mais au lieu de cela, j'ai juste dit, j'ai compris au fur et à mesure. Hélène a hoché la tête comme si elle comprenait plus que ce que je disais et m'a dit que le poste était à moi si je le voulais. J'ai dit oui avant qu'elle ne termine sa phrase. La promotion s'accompagnait d'une augmentation de 40%, de ma propre petite équipe et d'un bureau avec une porte qui se ferme. Je sais que cette dernière partie semble insignifiante, mais quand on grandit comme l'enfant auquel personne ne prêtait attention, avoir une pièce où l'on est la personne en charge donne l'impression que quelqu'un nous a enfin tendu le micro après avoir passé toute notre vie dans le public. J'ai commencé à construire quelque chose, pas seulement au travail, mais personnellement. Sophie et moi avons emménagé dans un appartement plus grand. J'ai adopté un 2e chien, un petit bâtard bagarreur nommé Milo, qu'Oscar tolérait avec la dignité d'un animal beaucoup plus gros. J'ai recommencé à jouer de la guitare, pas sur YouTube cette fois, mais lors d'une soirée scène ouverte dans un café appelé chez Clémentine. La première fois que j'ai joué, mes mains tremblaient tellement que j'ai raté le pont de chaque chanson. Mais les gens ont applaudi quand même, le barista m'a offert un expresso gratuit, et je suis rentré chez moi avec le sentiment d'avoir conquis quelque chose. J'ai aussi commencé à consulter une thérapeute nommée le docteur Lambert, une petite femme avec de grandes lunettes qui avait le talent de dire des choses qui me donnaient envie de débattre, pour ensuite réaliser qu'elle avait raison. Lors de notre 3e séance, elle m'a dit « Lucas,
vous avez passé toute votre vie à faire preuve de compétence pour justifier votre existence. Vous n'avez pas besoin de mériter le droit d'occuper de l'espace. » Elle avait raison. Tout ce que j'avais fait était motivé par cette terreur sous-jacente que si je n'étais pas utile, je serais invisible. Le docteur Lambert m'a également aidé à comprendre Philippe. C'était un homme qui considérait la paternité comme un mentorat et avait choisi son apprenti très tôt. Clément était l'aîné, l'enfant extraverti, celui qui rappelait à Philippe ce qu'il était lui-même. J'étais plus calme, plus difficile à aborder. Philippe n'avait pas les outils pour combler ce fossé. Donc, il ne l'a pas fait. Ce n'était pas de la méchanceté. C'était de la négligence. Et la négligence, selon le docteur Lambert, peut faire tout autant de dégâts que la cruauté. Vers le mois d'avril, il s'est passé quelque chose d'inattendu. J'ai reçu un appel d'un certain Sébastien, qui travaillait dans une entreprise nommée Atlas Logistique. Atlas était l'une des plus grandes opérations de logistique de la région et Sébastien était leur vice-président des opérations. Il a indiqué qu'il avait vu certaines des améliorations d'efficacité que j'avais mises en œuvre chez Logitrans. Le bruit avait couru dans l'industrie et il souhaitait s'entretenir avec moi au sujet d'un poste de niveau directeur chez Atlas. J'ai accepté la rencontre en pensant qu'il s'agissait d'une entrevue exploratoire. Elle s'est transformée en 3 réunions, puis en une visite sur site, et enfin en une offre officielle. Le salaire représentait presque le double de ce que je gagnais. Le titre était directeur des opérations régionales. Les responsabilités étaient énormes. Une équipe de 40 personnes et la supervision de la distribution dans 6 départements. J'avais 26 ans et on m'offrait une place à une table dont j'ignorais même l'existence un an plus tôt. J'ai accepté le poste. Hélène n'était pas ravie de me perdre. Mais elle m'a serré la main et a dit, allez les rendre meilleurs. Ce qui, venant de la part d'Hélène, équivalait fondamentalement à une étreinte larmoyante. Vincent a organisé une fête pour moi dans son appartement. Il n'y avait que moi, Sophie, Vincent, sa petite amie Emma et quelques amis de la vieille époque de l'entrepôt. Nous avons mangé de la pizza et bu de la bière bon marché, et Vincent a porté un toast composé à 90% d'insultes et à 10% d'émotions sincères. Il a déclaré, Lucas a appris tout ce qu'il sait par lui-même, ce qui explique pourquoi il est plus intelligent que nous tous réunis, et aussi pourquoi il ne sait toujours pas faire de créneau. Tout le monde a ri. J'ai ri aussi. Et pour la première fois depuis longtemps, ce rire ne cachait aucune douleur. Je construisais quelque chose de réel. Une carrière, une relation, une vie qui n'avait rien à voir avec Philippe, Isabelle ou Clément. J'avais arrêté de vérifier mon téléphone en espérant qu'ils appelleraient. J'avais arrêté de répéter des conversations sous la douche, celles où je dirais exactement ce qu'il faut et où Philippe finirait par comprendre. J'allais de l'avant, pas avec colère, pas avec amertume, juste avec cet élan silencieux et obstiné qui me portait depuis que j'étais gamin et que je regardais des tutoriels dans ma chambre. Et puis, parce que la vie a un sens du timing qui ferait honte à la plupart des scénaristes, Philippe a rappelé. J'étais assis dans mon nouveau bureau chez Atlas depuis 3 semaines lorsque son nom s'est allumé sur mon téléphone. J'ai fixé pendant 4 sonneries. Oscar n'était pas là pour poser sa tête sur mes genoux cette fois-ci, mais le visage de Milo était sur mon écran de verrouillage, ce qui s'en rapprochait assez. J'ai décroché. Philippe a dit bonjour. Sa voix semblait différente, plus petite, fatiguée. Il m'a demandé comment j'allais. J'ai répondu que j'allais bien. Il y a eu une pause, le genre de pause qui a du poids. Et puis Philippe a dit qu'il avait besoin de me parler de quelque chose. Pas d'une faveur cette fois, a-t-il précisé. Quelque chose de plus grand. Je me suis adossé à mon fauteuil, j'ai regardé le plafond de mon tout nouveau bureau, et j'ai dit, très bien, papa. Je t'écoute. Philippe a parlé pendant environ 20 minutes, ce qui, pour un homme qui avait historiquement communiqué avec moi par des phrases plus courtes qu'un biscuit chinois, était pratiquement une obstruction parlementaire. Le renégociation avait été accepté. Ils avaient trouvé un autre garant, un ami d'Isabelle appartenant à son groupe paroissial nommé Didier, qui avait apparemment un bon dossier de crédit et un esprit généreux. Mais ce n'était pas le problème. Le problème, c'était Clément. Clément, le fils en or, le copain de pêche, celui qui avait eu la guitare, les leçons de conduite et le père au premier rang, s'était attiré des ennuis. Il dirigeait une petite entreprise de construction depuis quelques années, construisant des terrasses et rénovant des salles de bain. Et selon Philippe, les affaires marchaient bien. Sauf que ce n'était pas le cas.
Clément avait sous-estimé les coûts des chantiers pour remporter des contrats, payant son équipe au noir pour économiser sur les charges et les impôts et empruntant de l'argent à Philippe et Isabelle pour combler les trous. Il avait également contracté un prêt personnel en utilisant la maison, cette même maison qu'il venait de renégocier, comme garantie. Philippe s'était porté caution. Vous avez bien lu. Philippe s'était porté caution pour un prêt de Clément. Le même Philippe qui m'avait demandé de me porter caution pour son renégociation parce que le dossier de crédit de Clément était trop abîmé. Il s'était déjà lié financièrement au navire en perdition de Clément, et maintenant le navire sombrait avec eux deux à bord. L'entreprise de Clément s'était effondrée. 3 clients avaient déposé plainte. Un sous-traitant menaçait de poursuivre en justice. Le prêt personnel était en défaut de paiement, et parce que Philippe s'était porté caution, la banque s'en prenait maintenant à lui. La maison, celle qu'il venait de renégocier avec la bonne réputation de Didier, était en danger. Les économies de retraite de Philippe, le peu qu'il y en avait, avaient déjà été épuisées en essayant de renflouer Clément au cours de l'année écoulée. Isabelle était hors d'elle. Et Philippe, pour la première fois de sa vie, parlait comme un homme à court d'idées. Il ne me demandait pas d'argent. Pas encore. Il me demandait des conseils, ce qui était en quelque sorte pire, car cela signifiait qu'il avait finalement réalisé que le fils qu'il avait ignoré était celui qui avait réellement construit quelque chose. Et il ne pouvait même pas le dire à voix haute. Il n'arrêtait pas de tourner autour du pot en disant des choses comme « Tu as l'air de savoir comment fonctionnent les affaires. Et j'ai pensé que tu aurais peut-être des idées. » Comme s'il essayait d'obtenir des indications sans admettre qu'il était perdu. J'ai tout écouté. J'ai posé des questions. Combien Clément devait-il ? Environ 140 000 € entre le prêt et les poursuites. Quelle était la valeur nette de la maison ? Pas suffisante. Clément avait-il un avocat ? Non. Clément pensait pouvoir s'en occuper lui-même. Bien sûr que oui. Quand Philippe a terminé, je n'ai rien dit pendant 1 minute. Puis j'ai répondu, « Papa, je vais être honnête avec toi. C'est un vrai désastre et je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi tu m'appelles pour ça. » Philippe a dit, « Parce que tu es le plus intelligent, Lucas. » Et voilà, c'était dit. La chose que j'avais attendue pendant 26 ans a été livrée non pas comme un compliment, mais comme une confession. Pas tu es celui dont je suis fier ou j'aurais dû faire plus attention à toi. Juste tu es le plus intelligent. Une description fonctionnelle, comme appeler quelqu'un le grand parce qu'on a besoin de quelque chose sur une étagère haute. J'ai dit à Philippe que j'allais réfléchir à ce qu'il m'avait raconté et le rappeler. Puis j'ai raccroché et j'y ai longuement songé. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Sophie. Elle a écouté et a ensuite dit la chose que je pensais déjà mais que je ne voulais pas admettre. Lucas, c'est ta chance de te montrer le plus mature. Mais être le plus mature ne veut pas dire être un paillasson. Tu peux aider selon tes propres conditions. Elle avait raison. J'avais passé toute ma vie à être ignoré ou à être utilisé. Et maintenant j'avais l'opportunité de définir la relation pour la première fois. Pas avec de la colère, pas avec de la vengeance, juste avec de la clarté. J'ai appelé Vincent le lendemain matin. Vincent avait une cousine nommée Landry qui était avocate en droit immobilier, et j'ai demandé s'il pouvait me mettre en contact. Landry s'est avérée être cette femme incroyablement vive qui portait des lunettes de lecture sur une chaîne et appelait tout le monde trésor, indépendamment de l'âge ou du sexe. J'ai expliqué la situation, non pas en tant que client, mais comme quelqu'un cherchant des conseils, et elle m'a tout exposé en termes clairs. L'exposition de Philippe était significative, mais pas désespérée. Si le prêt en défaut de Clément passait au recouvrement, la banque pourrait s'en prendre à Philippe, mais il y avait des options. Négociation, remboursement structuré, potentiellement un accord. La maison n'était pas nécessairement perdue, mais cela nécessitait une action immédiate. Clément avait besoin d'un avocat d'affaires distinct pour les plaintes des clients et le procès du sous-traitant. Et plus important encore, Philippe devait arrêter de jeter de l'argent par les fenêtres pour Clément sans avoir de plan. J'ai passé la semaine suivante à faire des recherches. Je sais que c'est mon mode par défaut. L'enfant qui a tout appris sur un écran, mais cette fois je ne le faisais pas pour moi. Je construisais une feuille de route pour Philippe, un plan étape par étape sur la façon de gérer cette crise sans perdre la maison ni faire faillite. J'ai parlé à Landry 2 fois de plus. J'ai dressé une liste d'avocats dans la région de Philippe qui étaient spécialisés dans les litiges liés à la construction. J'ai même calculé à quoi pourrait ressembler une offre de règlement réaliste en fonction des montants de la dette.
J'ai tout mis dans un dossier, un vrai dossier, pas numérique. J'ai tout imprimé parce que Philippe se méfiait de tout ce qui n'existait que sur un écran. Je l'ai organisé avec des onglets, résumé financier, options juridiques, contact d'avocat, calendrier des actions, et un aperçu d'une page au début rédigée en langage clair. Sophie m'a regardé l'assembler à la table de la cuisine et a dit, « Tu sais qu'il ne mérite pas ça, n'est-ce pas ?» J'ai répondu, « Je sais. » « Et tu le fais quand même. » « Ouais. » Elle a embrassé mon front et est allée se coucher. Et je suis resté assis là pendant encore 1 heure à fixer le dossier, à penser à ce que j'étais réellement en train de faire car il ne s'agissait pas de Philippe. Pas vraiment. Il s'agissait de moi. Il s'agissait de prouver une fois pour toutes que le fils ignoré pouvait être celui qui sauverait la famille. Pas pour le mérite, pas pour la validation, juste parce que c'était la bonne chose à faire, et que j'étais le seul capable de le faire. J'ai conduit jusqu'à la maison de Philippe et Isabelle un samedi matin. C'était un trajet de 3 heures, et j'en ai passé la majeure partie à répéter ce que j'allais dire, puis à jeter cette répétition et à recommencer. J'ai amené Oscar avec moi parce qu'avoir un chien dans la voiture rend chaque chose difficile légèrement plus facile. Quand je me suis garé dans l'allée, la maison m'a semblé plus petite que dans mes souvenirs. Les gouttières avaient besoin d'être nettoyées. La pelouse était inégale. Il y avait un drapeau tricolore délavé sur le perron qui était là depuis que j'avais 12 ans. La voiture de Clément était garée dans la rue, ce à quoi je ne m'attendais pas. Je suis resté assis dans la voiture pendant 1 minute, j'ai frotté les oreilles d'Oscar et j'ai dit, « Très bien, mon pote. Allons nous montrer les plus matures. » Philippe a ouvert la porte. Il avait l'air plus vieux. Le genre de vieillissement qui arrive vite quand le stress comprime les années. Isabelle était derrière lui et elle avait cette expression sur le visage. Ce regard aux lèvres pincées et aux yeux humides d'une femme qui avait pleuré récemment et qui s'efforçait de faire semblant que ce n'était pas le cas. Clément était assis à la table de la cuisine. Il a levé les yeux quand je suis entré et j'ai pu lire son visage immédiatement. Il était embarrassé, sur la défensive et contenait tout juste son ressentiment. Voici son petit frère, l'invisible, qui entrait avec un plan pour réparer le désordre qu'il avait créé. Ça devait être dur à avaler. J'ai posé le dossier sur la table et j'ai dit, « Je ne suis pas ici pour faire la morale à qui que ce soit. Je ne suis pas ici pour dire je vous l'avais bien dit. Je suis ici parce que cette famille est en difficulté et j'ai un plan pour vous en sortir, mais il y a des conditions. » Philippe a cligné des yeux. « Des conditions ? » ?»« Ouais, papa. Des conditions. » J'ai ouvert le dossier et je l'ai étalé. Chaque document, chaque option, chaque numéro de téléphone. Je les ai guidés étape par étape. La stratégie de règlement pour le prêt de Clément, les recommandations d'avocat pour les poursuites, le plan de remboursement qui protégerait la maison, absolument tout. Et ensuite j'ai dit, voici la condition. Je vais gérer ce processus. Je vais me coordonner avec les avocats. Je vais négocier avec la banque, et je vais m'assurer que cela soit résolu, mais en échange, j'ai besoin de quelque chose de cette famille que je n'ai jamais eu. La pièce est devenue silencieuse comme une tombe. La main d'Isabelle s'est portée à sa bouche. Clément s'est adossé à sa chaise. Philippe s'est contenté de me dévisager. « J'ai besoin que vous me voyiez, » ai-je dit. Pas quand vous avez besoin de quelque chose. Pas comme plan de secours. J'ai besoin que vous me voyiez vraiment. Personne n'a parlé pendant un long moment. L'horloge de la cuisine faisait tic-tac. La queue d'Oscar tapait contre le sol, et je me tenais là, du haut de mes 26 ans, tenant un dossier plein de solutions, attendant que ma famille décide si je valais la peine d'être reconnu. Isabelle a craqué la première. Elle s'est mise à pleurer. Pas du genre silencieux. Le genre où tout votre corps est impliqué et où vous devez vous accrocher au comptoir pour rester debout. Elle a dit, « Lucas, je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. » Et elle continuait à le dire comme si, en le répétant suffisamment de fois, cela comblerait toutes ces années. Philippe n'a pas pleuré. Philippe n'est pas fait de cette façon. Mais quelque chose a changé sur son visage. L'obstination, ce mur de béton qu'il avait maintenu entre nous depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, s'est fissuré. Pas complètement, mais suffisamment. Il a regardé la table, puis le dossier, puis moi, et il a dit, « Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là. » Et j'ai répondu, « Moi je sais, papa. Tu as choisi un fils et tu as oublié l'autre. »
Et celui que tu as oublié s'est appris tout seul tout ce que tu aurais dû lui enseigner. Et maintenant c'est lui qui se tient dans ta cuisine avec un plan pour sauver ta maison. Ce n'était pas méchant. Je n'ai pas crié. Je l'ai dit de la façon dont on énoncerait un fait sur la météo. Clair et indéniable. Et Philippe l'a entendu. J'ai pu m'en rendre compte parce qu'il n'a pas débattu. Il n'a pas esquivé. Il a juste hoché la tête lentement comme un homme encaissant un coup de poing qu'il savait mériter. Pour Clément, ce fut une autre histoire. Clément était assis là, les bras croisés et la mâchoire serrée. Et après une minute, il a lancé, « Et alors ? Tu es le héros maintenant ? Tu débarques avec ton travail chic et ton dossier et soudainement tu es meilleur que tout le monde. » J'ai regardé mon frère aîné qui avait eu tous les avantages, chaque once d'attention, chaque leçon, et chaque samedi matin sur le lac. Mon frère qui était assis dans la cuisine de nos parents parce que son entreprise s'était effondrée et qu'il ne savait pas quoi faire. Et j'ai dit, Clément, je ne suis pas meilleur que toi. Je suis juste celui qui a dû se débrouiller tout seul. Et en ce moment, tu as besoin de quelqu'un qui sait se débrouiller. Alors, tu peux soit me laisser aider, soit continuer à couler, mais je ne vais te le proposer qu'une seule fois. Il n'a rien dit pendant environ 30 secondes. Puis il a décroisé les bras et a dit doucement, d'accord. C'était suffisant pour moi. Au cours des 4 mois suivants, j'ai géré tout le redressement. Landry a négocié avec la banque et a obtenu une réduction de près de 40% sur le montant en défaut. J'ai mis Clément en relation avec un avocat d'affaires nommé Benoît qui s'est occupé des plaintes et du procès. 2 plaintes ont été résolues avec des remboursements partiels. Le procès a été réglé à l'amiable pour une fraction du montant initial parce que Benoît a découvert que le sous-traitant n'avait pas déposé les documents de privilège appropriés, donnant à Clément un moyen de pression qu'il ignorait avoir. J'ai mis en place un plan de remboursement qui protégeait la maison. J'ai examiné chaque document, chaque contre-offre, chaque dossier juridique. J'étais au téléphone avec des avocats et des représentants de la banque au moins 2 fois par semaine, généralement pendant la pause déjeuner dans ma voiture chez Atlas. Sophie m'a aidé à garder les pieds sur terre. Elle me rappelait de manger, de dormir, de promener Oscar, de jouer de la guitare, d'exister en tant que personne et pas seulement comme un gestionnaire de crise. Le docteur Lambert m'a aidé à assimiler le côté émotionnel, la colère qui éclatait à des moments aléatoires, la tristesse qui s'insinuait quand j'étais trop fatigué pour la repousser, le deuil complexe d'aider une famille qui ne m'avait jamais aidé. À la fin, la situation financière de Philippe était stabilisée. La maison était en sécurité. Les problèmes juridiques de Clément étaient résolus. Le coût total pour Philippe s'élevait à environ 35 000 €, ce qui était douloureux mais surmontable par rapport à la catastrophe de 140 000 € que cela aurait été sans mon intervention. Et je n'y avais pas mis un seul euro de mon propre argent. Je leur avais donné quelque chose de plus précieux. Du temps, des connaissances et la compétence qui vient du fait d'avoir passé toute sa vie à résoudre des problèmes seul. Maintenant, voici la partie qui compte. Environ 1 mois après que tout fut réglé, Philippe m'a appelé. C'était un dimanche après-midi. J'étais sur le canapé avec Sophie en train de regarder un match de football américain et Oscar dormait sur mes pieds. J'ai décroché en m'attendant à une question sur un document ou un relevé bancaire. Au lieu de cela, Philippe a demandé, « Lucas, es-tu occupé ?» J'ai répondu, « Non. » Il a dit, « Je pensais aller pêcher samedi prochain au lac du Bourget. Ça fait un moment que je n'y suis pas allé. Je me demandais si tu voudrais venir. » Je n'ai rien dit pendant une seconde. Sophie m'a regardé et a articulé en silence, « Quoi ?» Et j'ai levé un doigt. « Tu me proposes d'aller pêcher ?» J'ai demandé. « Ouais », a répondu Philippe. « Si tu veux, pas de pression. » J'aurais pu dire non. Une part de moi le voulait, une part de moi avait envie de dire, « Tu as 30 ans de retard, papa. » Et cette part n'aurait pas eu tort. Mais le docteur Lambert avait dit quelque chose lors de notre dernière séance qui m'était resté en tête. Elle avait dit, « Lucas, le pardon, ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était correct. C'est décider que ce qui s'est passé n'a pas le pouvoir de contrôler ce qui se passera ensuite. » J'ai dit, « Ouais, papa. Je viendrai. » Ce samedi-là, j'ai conduit jusqu'à la maison de Philippe à 5 heures du matin. Il était déjà sur le perron avec 2 tasses de café de voyage et une boîte de pêche qui semblait ne pas avoir été ouverte depuis des années. Nous avons chargé le break dans l'obscurité et conduit jusqu'au lac presque en silence.
Mais ce n'était pas le mauvais type de silence. C'était le genre de silence où deux personnes essaient de trouver comment être l'une avec l'autre sans qu'une crise ne les y oblige. Nous sommes restés sur le bateau pendant 4 heures. Philippe a attrapé un bar à petite bouche. Je n'ai rien attrapé. Absolument rien, pas même une touche. Philippe a ri et j'ai ri et c'était la première fois que j'entendais mon père rire avec moi au lieu de près de moi. À un moment donné, il a jeté un œil vers moi et a dit, « Tu sais, tu tiens mal la canne. » Et j'ai répondu, « Personne ne m'a jamais appris. » Philippe est devenu silencieux. Puis il a dit, « Oui, je sais. » Et il s'est penché pour ajuster doucement ma prise, de la façon dont un père l'enseigne à un fils. Avec 30 ans de retard, mais pas 30 ans trop tard. Je ne vais pas prétendre que tout a été parfait après cela. Ce n'était pas le cas. Philippe est toujours Philippe, un homme forgé par l'obstination et le silence et une génération qui ne croyait pas qu'il faille parler de ses sentiments. Nous n'avons pas de conversation profonde. Nous ne nous faisons pas de câlins à la fin des visites, mais il appelle maintenant toutes les 2 semaines environ. Parfois pour rien. Parfois pour me parler de quelque chose qu'il a vu aux informations ou pour demander comment va Oscar. Et chaque appel est un peu plus long que le précédent. Isabelle et moi nous parlons tous les dimanches. Elle pleure moins maintenant. Elle me questionne sur Sophie, sur le travail, sur Milo. Elle m'a envoyé une carte d'anniversaire l'année dernière qui disait simplement « Je te vois, mon chéri ». Je l'ai mise sur mon réfrigérateur avec un aimant exactement là où se trouvait l'ancienne photo. Clément et moi sommes cordiaux. Nous ne serons jamais proches. Je pense qu'il porte trop de culpabilité par rapport à ce qu'il a reçu, et je porte trop de conscience de ce que je n'ai pas eu. Mais il m'a envoyé un texto pour mon anniversaire, ce qui était une première, et il a envoyé une photo de sa fille, ma nièce, qui est née au printemps dernier. Elle s'appelle Camille. J'ai la photo enregistrée dans mon téléphone. Sophie et moi nous sommes fiancés en août. J'ai fait ma demande sur le perron de notre appartement avec Oscar et Milo à mes pieds. Elle a dit oui avant que je n'ai terminé la question. Nous nous marions l'automne prochain. Philippe et Isabelle sont tous les 2 invités. Clément aussi. Camille aussi. Vincent aussi, qui m'a déjà informé que son discours de témoin serait composé à 70% de moqueries et à 30% de pleurs. J'ai 27 ans maintenant. Je suis directeur chez Atlas. Je joue de la guitare au chez Clémentine les jeudis soirs. Je conduis une voiture que je me suis achetée moi-même. Je sais pêcher, en quelque sorte. Je sais changer un pneu, nouer une cravate, réparer un robinet qui fuit, cuire un steak, faire ma déclaration d'impôt, négocier un contrat et construire une vie à partir de zéro. J'ai appris tout cela moi-même. Et pendant longtemps, c'était le fait le plus solitaire à mon sujet. Mais voici ce que j'ai compris. L'enfant qui a dû tout s'enseigner lui-même n'a pas grandi brisé. Il a grandi en étant débrouillard. Il est devenu le genre d'homme capable d'entrer dans une crise avec un dossier et d'en ressortir avec une famille. Pas la famille qu'il méritait enfant, mais la famille qu'il choisit de construire en tant qu'adulte. Mon père a appris à mon frère à conduire, à pêcher et à jouer de la guitare. J'ai tout appris sur YouTube. Et le moment venu, le gamin de YouTube est celui qui a sauvé la maison. Je ne suis plus en colère. Je n'attends plus près du téléphone. Je suis juste Lucas, assis sur mon perron avec mes chiens et ma fiancée, jouant d'une guitare que j'ai apprise tout seul, vivant une vie que j'ai construite de mes 2 mains. Et honnêtement, je ne l'échangerais pour rien au monde. Pas même contre un samedi sur le lac il y a 30 ans. Parce que l'homme qui est allé pêcher ce matin-là l'a mérité. Chaque lancer, chaque rire discret, chaque silence gêné, il a tout mérité. Et le gamin qui regardait depuis le perron aussi. Commentaire, j'ai beaucoup réfléchi à cette histoire et j'avais envie de vous en parler un peu. Ce qui ressort pour moi, c'est l'importance de savoir poser ses limites avec calme et respect. Apprendre à s'estimer soi-même change vraiment la façon dont on accepte d'être traité par les autres. La guérison ne vient pas en un jour, elle demande du temps et beaucoup de douceur envers soi-même. On peut rester une personne bienveillante tout en protégeant son propre bien-être. Prendre ses responsabilités dans sa vie, c'est parfois dire non pour pouvoir dire oui plus tard, de manière sereine. Choisir la paix intérieure plutôt que de continuer à souffrir est un acte très puissant. Je vous encourage à regarder vos propres relations et à vous demander ce dont vous avez vraiment besoin. Même si le passé a été difficile, on a toujours le pouvoir de construire quelque chose de beau pour soi. Merci d'être là,
prenez soin de vous et n'oubliez jamais que vous méritez d'être vu et aimé pour qui vous êtes. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.